Cette vidéo sera avec, évidemment, spoiler. Le spoiler, il est là. Le caméo d'Anthony Starr et le caméo en post-générique de Karl Urban peuvent-ils sauver Gen V? Bonsoir, messieurs, dames, pour tous ceux qui sont sur Twitch et pour tous ceux qui regarderont sur YouTube, puisque on a une belle petite communauté qui nous suit sur Valou les VOD pour regarder un petit peu les vidéos annexes, c'est-à-dire un petit peu en différé des lives que maintenant on produit sur Twitch. Gen V est sorti il y a quelques semaines déjà. Le dernier épisode est sorti il y a quelques semaines. Je le fais avec un peu de retard puisque j'ai pas eu l'occasion, dans la mesure où j'étais en loot complètement choc-bar du côté d'Albuquerque et Denver au moment où je crois le dernier épisode est sorti. J'étais avec madame. Et donc du coup, j'ai pas pu regarder la série avant. Gen V, le spin-off de The Boys. The Boys qui est une série extraordinaire, l'une de mes séries préférées actuelles. Il suffit de revoir le caméo d'Anthony Starr et mon giga smile pour se rendre compte qu'effectivement le book m'avait manqué. Gen V qui est donc l'histoire d'étudiants du côté de l'université, je crois, Godolkin. Les gardiens de la Godolkin, petite référence d'ailleurs aux gardiens de la galaxie dans le dernier épisode et puis plusieurs fois à partir de l'épisode 7. Qui font encore une fois des références à Marvel, beaucoup de références à DC. Donc une série donc spin-off où des étudiants à Godolkin vont devoir apprendre entre guillemets à gérer leur pouvoir. En tout cas, vous le connaissez évidemment, The Boys, leur notoriété, leur point de notoriété, ils passent plus de temps finalement à gérer leur chaîne YouTube et à gérer leur compte TikTok et c'est un des points forts de la série, à se foutre de la gueule de la jeunesse actuelle, plutôt que de savoir ce qui se passe pendant les cours et puis d'apprendre à véritablement être un héros. Donc on a déjà cette toile de fond là, puis on a les secrets de la forêt, donc des expérimentations qui se font en dessous des bureaux de comment vous dire de l'université qui justement par le biais d'êtres humains, tente d'établir un sérum, ou en tout cas tente d'établir un virus qui pourrait anéantir l'intégralité des super-héros. Donc on doit se battre un petit peu là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de super qui sont récupérés pour des expériences, et les expériences font qu'on les teste pour voir si, en faisant un virus qui serait capable d'être mis carrément dans l'air, on pourrait, pourquoi pas, tuer l'intégralité des super-héros. Donc ça, c'est une intrigue. Il y a l'intrigue, évidemment, autour des étudiants en plus. On va avoir aussi l'intrigue autour des personnages, puisqu'on va en suivre une petite dizaine, allez, plutôt 5 ou 6, mais il y en a quelques autres qui gravitent autour. Et puis, évidemment, tous les autres éléments qui vont arriver avec pas mal de caméos, pas mal de retours, une belle continuité vis-à-vis notamment de ce qu'est The Boys. Il n'empêche que beaucoup de gens m'ont dit quand c'est sorti, les premiers épisodes sont sympas et puis ensuite ça devient un peu le The Boys du pauvre, le The Boys Wish, etc. Forcé de reconnaître qu'il y a un petit peu deux poids deux mesures puisque c'est une série qui, je pense, sur le fond est intéressante, qui s'est pas mal viandée sur la forme, je trouve, et qui devient un petit peu la caricature ou le stéréotype de ce qu'elle est. C'est-à-dire que The Boys, c'est une série qui bouleverse les codes, qui donne une opinion très négative des États-Unis, du monde du super-héros, etc. Là, on a voulu faire la même chose avec les jeunes, les étudiants, la jeunesse moderne, complètement obnubilée par TikTok, les réseaux sociaux, la notoriété, et puis complètement engrainée par la machine vote, etc. Le seul problème, c'est qu'on est véritablement tombé dans la vulgarité à outrance, le gore et le cul à outrance, là où effectivement il y en a beaucoup dans The Boys, mais c'était toujours utilisé avec talent. Et puis avec des comédiens qui étaient capables de porter ça, de vraiment avoir quelque chose d'ultra charismatique à mettre autour, et puis aussi pas mal d'émotions et des thématiques intéressantes. Là, pour le coup, c'est un peu plus délicat parce qu'on se rend compte effectivement que c'est beaucoup plus dans le sens... je trouve caricature un petit peu de ce qu'était The Boys, ce qui est un peu dommage. Il y a vraiment un manque de dosage, je trouve, dans Gen V, qui en fait peut-être pour certains un The Boys du pauvre, parce que là on est vraiment dans la surenchère totale. Par moment c'est intéressant, par moment ça manque de subtilité et ça ne sert strictement à rien. Et gros GG Roawin, hein, je terminais mon laïus qui était beaucoup trop long, mais gros GG pour le CDI. Let's go! Let's go. J'ai pris mon cacheton d'aspirine, je peux maintenant me souvenir de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu toucheras plus à GTA 4 et la bonne nouvelle, c'est que ça y est, le CDI est acté. Ça va te faire du bien, Roawin. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien. Puis grosse félicitations parce que ça y est, tu vas enfin pouvoir vraiment avoir un truc concret. Je crois que c'était dans l'espace technologique, donc tu vas pouvoir te faire plaisir en plus.
Parce que selon là où ils vont te mettre, tu as des compétences un peu partout, hein, film, bouquin, comics, CD ou autre. Ouais, je pense que ça va être bien. Puis c'est un soulagement d'avoir quand même trouvé quelque chose. Donc gros GG. Mais oui, voilà, Gen V, moi je pense que sur le fond, il y a des choses qui sont intéressantes. Sur la forme, c'est un peu plus compliqué. On va commencer par les points positifs quand même que j'ai notés vis-à-vis de Gen V. Pareil, au niveau des points négatifs, je trouve que le casting à 2 ou 3 personnages près. Moi j'ai beaucoup aimé Sam et Emma par exemple. Je trouve que leur duo marche très bien. Mais alors on est à des années-lumière, vraiment lumière de The Boys, quoi, en termes d'acting et d'ampleur et de charisme et de personnages. Ça n'a rien à voir évidemment parce que là on va miser un peu sur le côté teen. Mais tu peux miser sur le côté teen et avoir des acteurs extraordinaires. Exemple, par exemple, Euphoria, qui est pour moi l'archétype de tout est trop bien quoi, dans Euphoria en termes de comédiens et de capacité d'acteurs et de ce qu'ils sont capables de proposer. Si ça avait été là-dedans, ça aurait été super. Là, le fait est que quand on parle de Emma ou quand on parle de Sam ou quand on parle de Marie, pourquoi pas. Alors pour les autres, c'est plus compliqué, quoi. Mention à notamment André, que je trouve insipide au possible. Alors Cage, j'ai eu beaucoup de mal aussi, mais ça, on y reviendra évidemment dans les parties négatives. Parmi les points positifs qu'on pourrait trouver à Gen V, je pense que déjà, concrètement, c'est un univers qui se mêle très bien à celui de The Boys. Par les petits caméos, par les retours, par les personnages qui vont graviter un petit peu entre les deux séries. On a une capacité à absolument pas être perdu par rapport aux événements qui se sont passés à la fin de The Boys. Il y a même un côté un peu bâtard qui fait que Gen V, par rapport notamment aux 2 derniers épisodes qui sont très bons, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais pour moi, les 2 derniers épisodes de Gen V sont vraiment ceux qui font le plus The Boys. Je l'ai dit en début de stream dans la partie talk, mais je le redis, l'épisode 1, 6, 8, 1, 7 et 8, je les ai trouvés très bons. Le 2, le 3, le 4, le 5, c'est lent, c'est attends, encore surenchère, vulgarité, ça avance pas spécialement. Voilà. Bon, j'étais un peu moins fan, je trouve que c'est un peu voilà, le stéréotype, et puis on essaie de caricaturer The Boys alors qu'on est un peu à côté de nos pompes. Par contre, le 1, le 7 et le 8 sont super, le 7 et le 8 sont une belle continuité. Merci mon Yaya pour les 100 bits. Coucou Val, comment tu vas? Moi toujours malade, mais vraiment content du match de la SIC d'hier. On perdait de 24 points. Ah, il y a eu remontada. Lourd, lourd, lourd. On remontada alors que vous perdiez de 24 points. La combe, je suppose qu'il doit prendre les choses en main, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puis ça a dû être un vrai beau match. J'ai pensé à toi d'ailleurs, il y a Philadelphie qui joue à 21h, là tu dois être devant à mon avis mon Yaya, mais espérons pour Philly que ça se passe aussi pour que le week-end basket soit complet. Mais ouais, non, parmi les points positifs, je trouve que ça se mêle vraiment bien à l'héritage donc qui était la série The Boys. Même dans des petites, voilà, dans des thématiques qui sont drôles, dans le sens, par exemple, on récupère un acteur de talent et à un moment donné, on lui met un cursus qui est drôle et ça aide à l'épisode, c'est la présence du petit soldat. Moi, j'ai trouvé que le fait d'avoir le petit soldat dans la série, le mettre comment dire, dans la conscience de Kate, parce que c'est au moment où on est dans l'esprit de Kate, le mettre dans sa conscience et puis lui dire ouais, moi j'étais là sur les premières fois où elle s'est touchée, oh, elle a toujours été amoureuse de moi j'ai vécu tous ces trucs et tout, c'est incroyable. C'est avec la musique, la grandiloquence de l'acteur et tout. Moi j'ai trouvé ça rigolo, c'est vulgaire, c'est trash, mais là pour le coup, ça rappelle The Boys et c'est agréable. Une autre séquence par exemple où je vous dis qu'il y a de la vulgarité un peu toujours gratuite, c'est quand on va aller chercher les sextoys d'Emma. Ça, je l'ai vu, c'était dans l'épisode 7 ou 8, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai vu les épisodes là aujourd'hui. Je me dis, voilà, ça c'était pile le truc, pourquoi? Est-ce que c'est obligatoire, obligatoirement d'avoir cette séquence-là? Est-ce que c'est obligatoire tout le temps, tu vois, de mettre vraiment foncièrement de la vulgarité? Alors, je sais que c'est l'archétype de The Boys, mais encore une fois, The Boys, c'est bien fait. Là, on sent que c'est vraiment histoire de faire un peu pareil, de rechoper la même tendance, mais en étant, bon, voilà, par exemple, même les trucs au niveau des tubs à gogo. Quand tu regardes par exemple le premier épisode où il y a Emma qui est en minuscule pour symboliser son trauma, etc., et le fait qu'elle le vive pas bien, qu'elle ait une relation sexuelle avec un mec complètement bradzingue, ça, ok. Après, tu vois, quand on a Marie qui va éclater d'un type, tu vois, en gorgée de sang, ça, c'est un peu too much. Tu te dis, voilà, c'est forcé, c'est pour faire plus, voilà, toujours plus. Dans The Boys, la saison 3, le passage où le mec est infiniment petit, qui rentre dans l'urètre du truc, ça, c'est vraiment trash,
mais en même temps, ça provoque un truc chez le spectateur, parce que tu te dis, ah putain, ils vont jusque-là. Et en même temps, c'est logique, parce qu'il y a aussi l'érogasme, etc. Bon, on reste dans l'esprit The Boys. Là, ça fait vraiment copier pour copier, en moins bien, en essayant de faire plus trash, mais sans réel intérêt. Donc voilà, c'est un peu l'un des soucis que j'ai. Il n'empêche que, bah, comme je le disais dans les points positifs, ça se marie extrêmement bien, je trouve, avec bah, les propos de The Boys originaux. Je pense que sur le fond, il y a des thématiques qui sont intéressantes. Sur la place de l'héroïsme, ça c'est quelque chose qui va être vraiment beaucoup écrit des jeunes qui pensent vouloir justement devenir des héros, alors que dans la tête des adultes et dans la tête des gens qui gèrent Vought, c'est que des produits marketing. Ça, on le voit déjà dans The Boys, mais c'est encore plus probant de la part des enfants, notamment de la part d'adolescents ou de jeunes adultes comme Marie, qui étaient dans des centres, etc., puis qui se retrouvent là pour faire leurs preuves, et en fait, pas du tout. On tombe souvent de haut avec le professeur qui meurt dans le premier épisode, qui était son modèle, et puis qui va finalement l'utiliser à des fins personnelles. Moi, je trouve que c'est vraiment un des points importants, à mon avis, c'est la capacité à gérer ça, la capacité à gérer qu'est-ce que l'héroïsme, comment être un héros, comment finalement se rendre compte qu'être un héros, c'est plus possible dans le monde de The Boys, parce que les super, ils sont prédestinés à devenir des enflures, mais est-ce que les super sont véritablement les plus grandes enflures? Non, parce que la plupart sont endoctrinés finalement par des humains traditionnels. Et puis on a beaucoup de choses qui vont graviter autour aussi. Le fait par exemple de faire des expériences sur les super pour les éradiquer une fois pour toutes, ça aussi, c'est un degré qui est intéressant. Je trouve que l'un des meilleurs points d'ailleurs du spin-off, c'est l'idée de se dire que la nana qui est à l'origine de tout ça et qui veut éliminer tous les super, ils ont eu l'idée quand même de ramener les événements de la première saison de The Boys, je crois, où le Homelander détruit carrément un Boeing et puis qu'il arrive sur le... qui fait passer ça pour un acte terroriste. Le fait que le personnage féminin, l'un des personnages féminins principaux essaie de se venger des super à cause du Homelander et ce qu'il a fait et ramener ça encore une fois à la série The Boys, ça j'ai trouvé ça malin pour le coup. Tu conseilles le spin-off si on a aimé la série principale? Oui, parce qu'il y aura des choses qui seront à mon avis indispensables pour The Boys saison 4 et pour la suite. Et sur les 8 épisodes, il y en a 3 que je trouve quand même très bons. Tout n'est pas parfait, hein, et c'est vrai que ça n'égale absolument pas la série mère. Alors là, on est très loin de The Boys, hein, en termes de charisme, en termes d'acting, en termes de réalisation, d'impact, en termes de scènes marquantes, mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et mon val de rumeur ultra épande d'ici, Brainiac, méchant de Superman Legacy, est un film, et une série en prépa univers de Matt Reeves, série Screen Crow et film Poison Ivy. Un film Poison Ivy, ce serait grave lourd. Surtout si c'est dans l'univers de Matt Reeves. Je sais pas si c'est lui qui va le réaliser, mais si c'est dans son univers et qu'il a l'occasion de le chapeauter, une Poison Ivy dans cet univers-là, c'est incroyable. On sait qui pourrait la jouer, il y a déjà des rumeurs de qui pourrait la jouer, Yaya, ou pas du tout? Le truc de la forêt, laboratoire qui profite des enfants avec des pouvoirs, j'ai trouvé ça cliché au possible. J'ai trouvé que ça faisait très X-Men. Ça fait très X-Men Brian Singer. Moi, j'ai vu beaucoup de vibes d'X-Men 2. Avec notamment voilà, l'équivalent des mutants qui vont vouloir tuer tous les humains ensuite, les mutants qui doivent pas s'en prendre aux mutants, là les super qui doivent pas s'en prendre aux super, et puis les expérimentations sur les super, etc. Moi j'ai trouvé qu'il y a un mix un peu entre Stranger Things quand ils font des expériences sur les enfants, et puis un peu X-Men sur, bah pareil, les expériences sur les mutants, et puis le fait que les mutants sont un peu revanchards de tout, bah, notamment dans l'épisode final. Oui, c'est vrai que ça n'a rien inventé, mais je trouve que ça peut être intéressant d'être développé dans le lore. C'est surtout intéressant en fait sur le fond parce que ça permet de développer un personnage par rapport à la continuité de The Boys. Ça, pour le coup, c'est plutôt pertinent. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait tout le temps, parce que c'est vrai qu'on se dit, putain, la série au final est assez vide, mais les épisodes 7 et 8 sont très politiques. Et c'est intéressant de donner une continuité politique aussi à Gen V, dans le sens où elle en a cruellement besoin, parce qu'elle est une pièce maîtresse de The Boys. Moi, je veux Anna de Armas pour le rôle. Anna de Armas en Poison Ivy, Yaya, c'est du caviar. Après, moi, j'ai toujours voulu Megan Fox et je milite toujours pour Megan Fox. Moi, je pense que Megan Fox en Poison Ivy, c'est le rôle parfait. Voilà, je veux un film Poison Ivy avec Megan Fox et je veux que Machine Gun Kelly joue dedans. Même pour un tout petit rôle. Ça, c'est mon rêve. Mais c'est le rêve que j'ai depuis les Gotham City Sirens où elle était censée le jouer. Mais alors, ouais, oui, Anna de Armas, ça reste un choix ultra judicieux, hein.
Juste déçu de pas avoir eu un caméo de Johnny Sins. Ah bah, Johnny Sins dans The Boys, c'est premier degré, pas forcément l'endroit où tu peux le moins le retrouver, hein. Je veux dire, il est calibré, si on veut, sur mesure, lui, hein, pour certaines séquences. Donc, nul, Poison Ivy. T'aimes pas le personnage de Poison Ivy, mon amour? Après, moi, je trouve qu'en Megan Fox en Poison Ivy, ça match bien. Ça me paraît naturel, quoi. Je disais la même chose de Margot Robbie, et on a vu ce que ça a donné en Harley Quinn. J'ai bien aimé un demi-film, et puis après, je peux plus. Mais, mais c'est vrai que dans l'idéologie de, de Gen V, on a un peu ce que dit Slade, quoi, sur l'impression que la violence est injustifiée, c'est juste de la violence en mode fan service. On en a parlé, ça, Slade, et je suis assez d'accord. Il y en a, par exemple, qui peuvent être intéressantes. C'est celle de Sam. La violence de Sam, quand par exemple elle est faite, via des séquences où il voit des marionnettes. Ça, je trouve ça trop cool parce que c'est parmi les rares séquences où il y a quelque chose qui est proposé d'un point de vue de réalisation, d'esthétique et de visuel. Cette séquence-là où il déchiquette des mecs, mais qu'il les déchiquette et qu'on le voit pas, qu'on arrive à passer outre la violence gratuite et faire quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus saillant, et de visuellement plus riche en travaillant la psyché un petit peu complètement folle du personnage. Ouais, cette séquence-là est belle, surtout après quand tu arrives sur le plan là où la caméra recule lentement et puis tu vois alors que tout le monde est complètement écartelé de partout et que Sam a fait une boucherie. Cette séquence-là, je la trouve intéressante. Mais sinon, oui, je trouve que la violence, elle est trop souvent présente pour rien. Ouais, c'est un peu comme Black Noir. Bon, ça a rien inventé. The Boys a tout inventé. Là, c'est vrai qu'effectivement, c'est repris. Mais c'est un peu comme Black Noir, mais en encore un petit peu mieux que Black Noir. Quoique la mort de Black Noir dans la saison 3 était belle aussi, quand il voit tous les personnages tristes autour de lui. Voilà, ça le ramène à son âge, l'insouciance, le fait qu'il ait quasi pas eu d'enfance. On peut parler du traitement des personnages. Marie, qu'on découvre que le pouvoir de Marie était finalement celui de la nana qui fait exploser les tronches depuis la saison 2, ça, c'est pertinent. Après, bon, oui, Marie est un tant soit peu développée. Moi, je vais pas vous mentir que le travail autour de sa sœur, comme il est totalement absent pendant 8 épisodes, ça ne m'a pas parlé du tout, parce qu'il est absolument pas développé ni écrit. Le trauma autour de ses parents, un peu, mais pas suffisamment par rapport à la richesse qu'on a l'habitude d'avoir avec The Boys. Euh, Par contre, derrière, Emma et Sam, la présence de Luke assez régulière dans l'esprit de Sam ou autre, ça, c'est pas mal. Ça, mais de toute façon, pour moi, je vous pose la question dans le chat, qui sont pour vous les MVP de la saison? Si vous deviez nommer les MVP, 90% des gens, je pense, seront d'accord avec moi. Emma et Sam sont les personnages qui ont, pour moi, permis à Gen V d'avoir un minimum d'empathie. Parce que là, on n'est pas sur Anthony Starr, on n'est pas... Alors, c'est le problème. On n'est pas sur Anthony Starr, on n'est pas sur Karl Urban, on n'est pas sur tous les comédiens qui nous ont donné dans The Boys où c'est absolument extraordinaire. En revanche, c'est pas une excuse. Exemple, comme je le disais, Euphoria, tu peux prendre des jeunes méconnus et puis ça va te donner un Jacob Elordi. Jacob Elordi, vous le mettez dans Gen V, ah bah là, ok. Tu vois ce que je veux dire? Jacob Elordi, tu me le mets à la place d'André, par exemple, de l'acteur qui joue André. Ah, il faudrait un autre acteur pour jouer Polarité. Là, ouais. Ah, tu me mets Zendaya à la place de l'actrice qui joue Marie. Ça a déjà une autre ampleur, quoi. C'est une leçon, comme dit Papy, en termes de jeu de jeune adulte. Maintenant, l'actrice qui joue Marie est pas mauvaise non plus. Juste, je trouve que c'est creux. Enfin, disons que leur acting, pour la plupart, est lisse. À part Emma, Sam et... Ah bah, c'est à peu près tout, hein, parce que les autres, je trouve que soit c'est lisse, soit ça surjoue un petit peu. C'est vrai que chez les jeunes, à part Emma et Sam, on n'a pas beaucoup d'acteurs qui permettent d'élever un petit peu le niveau de jeu. Il n'empêche que... Il n'empêche que ça se joue après sur la présence d'autres comédiens qui reviennent de The Boys, qui permettent de limiter un petit peu la casse, mais bon. Pour moi, Gen V, c'est un peu comme un amuse-bouche pour nous faire patienter avant la saison 4 de The Boys. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Après, le problème, c'est que un amuse-bouche, un hors-d'œuvre, si tu veux, Yaya, ça n'a pas de pression. Ça n'a pas de... Tu joues pas sur de la pression particulière et tu te dis, bon, c'est pas grave si ça échoue, tu vois. Exemple, comme Cretaceous.
Il n'y a pas particulièrement de pression. Là, Gen V, premier spin-off d'une série comme The Boys, qui a quand même la présence de Karl Urban en post-générique, qui fait revenir Anthony Starr, qui fait revenir Jensen Ackles, qui essaie de se marier à tout ce qu'a déjà fait The Boys avant. Voilà, il y avait un standing. Il y avait un standing à tenir. Quand bien même tu le fais teen, t'as le droit de le faire teen tant que c'est pas à l'excès. Il y a pas mal de séquences, un peu teenage, moi, sur le traitement d'Emma, le traitement de l'insouciance et de la douleur que peut éprouver Sam, notamment sur le fait que, bah voilà, il préfère sur la fin ne plus rien ressentir parce que ça lui fait du bien d'être vide plutôt que de ressentir des choses. C'est un gamin qui est complètement perdu, et puis qui le joue bien. Je trouve que lui, vraiment, le joue bien, l'insouciance de ces choses-là. On a Emma, c'est pareil, je veux dire, là c'est vraiment l'envers du héros qui préférerait ne pas en être un, parce que tu grandis ou tu rapetisses, parce que tu dois te faire vomir, etc. Ça rapproche à notamment des soucis que peuvent avoir les jeunes filles voilà, qui sont malades ou qui font ça, etc. Parce que bah, c'est devenu ces espèces d'obsessions ou de la maladie ou des choses qu'il faut vraiment retravailler, ou en tout cas qu'il faut soigner. Donc il y a ce côté, j'aurais préféré limite ne pas être un héros, quitte à pas devoir subir ça, et la réputation qui va avec, l'impact et le pouvoir des réseaux sociaux, tout ça c'est des choses qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que ça concerne particulièrement que 2 voire 3 personnages. Pour les autres, c'est assez peu. Mais c'est assez peu parce que quand bien même le travail d'André autour d'André et Luc, la dramaturgie des frères et frères ennemis en même temps, et puis le travail autour du côté transgenre, celui-là est pas trop mal non plus. Mais pareil, c'est pas développé. Le travail qu'il y a autour de l'ambiguïté du personnage je m'en souviens plus, du personnage qui peut se transformer en homme et en femme, et qui se considère plus femme comme, etc. Jordan, voilà, c'est ça. Bon, alors, un personnage comme ça, c'est très dans l'air du temps, mais d'un autre côté, si c'est bien travaillé, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce personnage-là, on se doute qu'il y a quelque chose, notamment vis-à-vis de ses parents, qui est dur, parce que son père, bah lui, il préfère que son fils soit un homme, voilà, c'est un homme et c'est tout, et puis il le vit très mal, le fait d'avoir justement ce côté transgenre. Mais si c'est travaillé qu'une seule scène sur 8 épisodes et que le reste du temps, c'est pas énorme, bon, je pense pas particulièrement que là ce soit, on va dire, tendance woke, forcément parce qu'il faut en mettre un, etc. Je pense que The Boys doit taper de toute façon, enfin en tout cas l'univers The Boys doit taper sur tous les genres. Parce que c'est aussi ça, hein, la satire et la critique du monde actuel, c'est de taper sur tous les genres. Mais autant le faire correctement et à fond. Et là, tu sens qu'en fait, ils ont bradé un peu quelques sujets pour en mettre d'autres en avant. Par rapport à tout ce qui concerne la forêt, on peut effectivement se dire, tiens, ouais, c'est vrai que bon, ça a déjà été vu 1000 fois. Oui, ça a déjà été vu. Il n'empêche que les séquences les plus glauques et les plus gore, mais les plus intéressantes viennent de là, je trouve. Euh, et, euh, et ça permet d'avoir voilà, le point de vue, l'ambition de se rattacher à The Boys avec la tragédie autour de l'avion, le côté politique, etc. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'héroïsme? Moi, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et salut Riyad, comment vas-tu? Bienvenue sur le chat. Je l'ai trouvé à Nashwin dans beaucoup de moments, Jordan. Oui, quand même, ouais. Oui, 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 Jordan, c'est... Ben, oui, parce que l'acteur est comme ça aussi. Alors, Jordan, c'est triste, mais en fait, l'actrice, j'aime beaucoup. L'acteur, je le trouve mauvais. Alors ça, c'est le problème aussi. C'est-à-dire que comme c'est un seul personnage, mais joué par 2 comédiens, je trouve que la fille joue très juste. Mais alors, le garçon, ça fait très... Ouais, bon, salut, je suis au casting des BTS, mais je me suis fait recaler, donc je vais chialer pendant les 6 prochains mois. Vraiment, genre, on est dans ce cas de figure où c'est très larmoyant et on lui donne vraiment pas beaucoup d'opportunités d'exister à part ça. Et l'acteur a pas un charisme non plus extraordinaire. Donc forcément, c'est compliqué de pouvoir exister quand derrière, en plus, ton homologue qui joue ton rôle féminin est peut-être un peu plus attachant. Mais bon, voilà, c'est à un moment donné, c'est comme tout. Si on lui donne que très peu d'occasions d'exister, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. De toute façon, Invincible, The Boys, lisez, regardez Invincible. Voilà, la propagande continue. Yaya, est-ce que tu mets le comics? Ah bah oui, tu m'as dit que c'était le meilleur que t'avais lu. Est-ce que tu mettrais, Invincible au-dessus des comics The Boys? En termes de comics, je parle.
Je viens de découvrir ta chaîne, lâchez mon follow et je suis d'accord sur ce que tu dis sur Gen V. Ça fait plaisir, Iyad. Tu connaissais pas du tout par rapport à ce que je fais sur YouTube quand tu dis je viens de découvrir la chaîne. J'imagine que c'est la chaîne Twitch. En vrai, ça fait grave plaisir parce que ça doit arriver assez peu souvent que des gens me découvrent grâce à Twitch, donc c'est grave cool. On en fait régulièrement, hein, de toute façon, comme moi de base j'ai une chaîne qui parle de cinéma. On en fait assez régulièrement des lives qui parlent ciné, séries, ça peut arriver. Là, le prochain ce sera sur Monarch à mon avis. C'est pas de l'animation, ça? Si, Invincible, c'est du travail d'animation. Wolverine ne sortira pas en 2024. Le jeu aura un ton plus sombre et plus violent que les jeux précédents d'Insomniac. Déjà que Spider-Man 2, ça l'était. En ce qui concerne le lieu de l'intrigue, le jeu devrait se dérouler à Madripoor, une ville d'Asie du Sud-Est au sein de l'univers Marvel. Ah! Moi, hype du coup. Pour moi, Wolverine, c'est vraiment genre Texas ou univers délabré américain, etc. Là, le fait que ça se passe en Asie me hype beaucoup moins. Mais par contre, bon, on le fera quand même. Puis le côté un peu sombre, etc., ça peut être intéressant. Oh que oui, c'est un immense chef-d'œuvre. D'accord, ok, ouais, carrément plus que The Boys. Après, dans les. C'est une série qui a quand même, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, des traitements assez positifs. Moi, je trouve que comme je le disais, le travail autour d'Emma et le travail d'Emma et Sam est pertinent. Le raccord, évidemment, ensuite, parce qu'on en parle, parce que c'est la toute fin de l'épisode, mais je trouve que tout ce qui se passe en termes de mise en scène, la réalisation, l'esthétique, tu retrouves un petit peu un grain de pellicule, tu retrouves un petit peu une esthétique en termes de photographie, d'imagerie assez proche de The Boys. Ça, tu sais, c'est un peu sombre, ça suinte, c'est assez. Tu sens que la pellicule est salie, comme le propos un petit peu, visuellement, graphiquement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais encore une fois, c'est The Boys qui l'a initié. Et puis on arrive derrière sur le dernier épisode. La réalisation, la mise en scène n'a rien d'extraordinaire, à part la scène dont j'ai parlé au niveau de Sam. Elle a rien de particulièrement grandiose. J'ai quand même beaucoup aimé la fin. J'ai quand même pas mal aimé la fin sur les espèces de combats globaux là, où là pour le coup, l'horreur, le côté gore, le, le, le système d'héros contre héros, tu vois, où tu te dis tiens c'est ça parle énormément sur le monde du super-héros, sur comment le super-héros est vu du point de vue humain, comment le super-héros se voit, le super-héros aussi d'un point de vue politique qui essaie d'avoir des droits. Ça, c'est des choses dont on n'avait jamais parlé dans The Boys, puisque le super-héros est tout puissant. Mais là, effectivement, il y en a aussi beaucoup, tu vois, qui sont dans des systèmes un petit peu euh, bien plus sombres et qui essaient de s'en sortir ou qui essaient véritablement de faire le bien. On se rend compte à quel point, avec cette série-là, c'est difficile d'être un vrai héros. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être un vrai héros? Est-ce que pour vous, dans The Boys, c'est possible d'être un véritable héros? Parce que même quand on regarde The Boys, la série mère, même Stella fait des choses qui sont pas forcément... alors c'est moins pire que The Deep. D'un côté, à part Homelander, c'est difficile de faire pire que The Deep. Mais, mais c'est très, très difficile, je pense, de pouvoir se dire qu'on est un héros dans ce genre de configuration. C'est tout le propos, de toute façon. Les gardiens de la Golden Key, hein, de toute façon. Le nom est comme ça. Et effectivement, moi j'aime bien le final qui est assez péchu, qui en termes de mise en scène, etc., remet un petit peu les choses dans leur contexte, où on voit vraiment du The Boys. C'est gore, mais c'est intelligemment fait. Et puis justement, on est dans un parti pris, où le fait d'avoir le retour d'Anthony Starr, qui déborde de partout, enfin je veux dire, en une seule séquence, c'est grandiose, c'est grandiose. Et c'est un peu le problème aussi, c'est l'aveu d'échec de Gen V. Là, c'est un des points négatifs. Soyons tout à fait honnêtes, on a vu le Homelander, une minute, il a bouffé tout le monde en 8 épisodes. On voit Karl Urban, 15 secondes, il a qu'une phrase, putain quelle bande de connards, il a bouffé tout le monde en termes de charisme, de compétences d'acteur et de prestance sur l'intégralité des 8 épisodes. C'est un aveu d'échec de Gen V, qui n'a pas réussi et Jensen Ackles, évidemment. Lui, enfin, mais lui, c'est tellement un contre-emploi en plus que c'est génial. Voilà, c'est compliqué derrière, tu vois, de pouvoir survivre quand tu te fais bouffer comme ça. Parce que, admettons, tu vois, que Gen V continue un petit peu. On m'avait posé la question, est-ce que tu penses qu'il y aura une saison future ou quoi? Moi, je pense que oui, vu comment ça termine. Mais si des mecs comme ça doivent à un moment donné intégrer les sets ou intégrer la série mère, va falloir prendre du galon pour arriver au niveau des autres. Parce que The Boys, c'est quand même un exemple de casting, hein.
Madripoor, c'est où Val? C'est une ville dehors la loi pirate, etc. Ça peut être très sympa. En termes de dépaysement, ouais, ça peut être cool. Après, bon, moi je connais pas en soi. En termes de dépaysement et en termes de ce que Wolverine peut faire là-bas, oui, notamment par rapport à ses relations avec l'Asie, etc. Le trailer, en fait, me faisait tellement plus imaginer un côté un peu ricain, tu sais, un peu à les brasiers de la colère, tu vois. Tu vois trop un Wolverine dans cet endroit-là, quoi. Mais moi, j'aurais tellement kiffé ça. La Cité de la Peur à la Neuf, faut vraiment qu'on le voit tous les deux. Faut que... Ouais, de ouf, de ouf. En vrai, mon amour, il faut qu'on le regarde ensemble, ouais. Mais c'est des films comme ça, en vrai, faut tellement qu'on se fasse plein de Shabbat. Astérix et Obélix, oh bah, mon amour, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, je le reçois en steelbook quand tu seras chez moi. Je l'ai précommandé sur Leclerc, je le reçois en steelbook quand tu seras là. Donc du coup, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, on pourra le regarder quand tu seras là, mon amour. Ça nous fera un Shabbat à regarder enfin à deux, sachant qu'on avait regardé en décalé au ciné. Et ouais, non, La Cité de la Peur, faut qu'on le regarde ensemble aussi. Faudrait que j'essaie de le trouver aussi. Il a une édition de Zinzin, Aurel. Celle-là, j'ai essayé de te l'offrir aussi, hein. Et il a rien voulu savoir. Alors là, j'ai mis les prix qu'il fallait. La Cité de la Peur, impossible de lui racheter. Autant la haine, il en avait deux, j'ai eu du bol. Autant celui-là, tu sens qu'à mon avis, il partira pas tout de suite. Et si Madripoor, ça veut dire le Power Broker. D'accord, ok, ouais. Ok, ok. Ah, ça peut être... Ouais, non, si, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, faut voir, ça se trouve, on aura des surprises. Il sera dans deux parties, hein. On aura peut-être une grande partie de ce qui se passe en Asie dans le jeu, mais ses débuts en Amérique et de pourquoi il est parti en Asie par la suite, pour avoir un petit milieu sympa. Mais après, la vraie question, c'est quelles seront les conséquences qui vont direct toucher l'univers de The Boys? Bah, au niveau du... Je pense qu'au niveau déjà du virus qui a été récupéré par la nana qui fait exploser les cervelles, on peut se poser la question si Karl Urban va pas potentiellement essayer de mettre la main dessus ou éventuellement voir un petit peu ce qui s'est passé dans ces endroits-là en ayant eu écho, parce que forcément ça s'est entendu. Donc peut-être que là on aura une continuité. Vis-à-vis du personnage du Homelander, bon visiblement il va devoir, là on le sait par rapport à ce qui a été dit dans Gen V, bah, il va devoir rendre des comptes par rapport à ce qu'il a fait dans le final de The Boys. Il n'empêche que les super sont pro Homelander, on l'a vu. Et d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'humains qui sont pro Homelander maintenant. Donc ça va être intéressant de voir le truc. Dire que Stormfront à la base dans le comics c'est un mec. Ah ouais? Ah bah ouais, mais le traitement d'écriture de Stormfront est super. C'est ça qui manque aussi dans Gen V, tu vois. C'est que autant The Boys, ils avaient le potentiel d'avoir des écritures de personnages secondaires qui aidaient vachement bien aux principaux. Stormfront avec le Homelander, la nana d'avant là, où t'as les trucs très crades où le Homelander il est avec son lait maternel et tout machin, mais ça, mais pour tout, j'imagine même pas tous les gens qui toutes les nanas qui fantasment sur Anthony Starr dans Banshee, montrez-leur ensuite cette scène-là. Et je pense qu'elles vont re-regarder Banshee ensuite 20 fois pour essayer d'oublier. Mais alors cette scène-là, c'est une horreur. Avec son visage, là, il le joue tellement bien. Anthony Starr est un des meilleurs acteurs de sa génération, hein. Mais alors, avec sa tronche, là, avec sa langue, là, en train de goûter le produit maternel, c'est une catastrophe. C'est vraiment, c'est d'un glauque. Mais derrière ce personnage-là, même après, quand elle est morte par le gars qui se transforme, c'est intéressant d'être retravaillé. Donc on retravaille ça ensuite. Euh, donc c'est vraiment bon. Et tous les personnages secondaires avaient une structure qui permettait aux personnages principaux de The Boys d'être plus grands que nature. Là, ça manque dans Gen V. On n'a pas beaucoup de personnages secondaires qui vont donner une grande ampleur aux personnages principaux. J'ai même envie de vous dire un truc. Sam, Emma, c'est des personnages secondaires, vous serez d'accord avec moi. C'est pas vraiment parmi les principaux. Et pourtant, ils sont plus intéressants que les principaux. J'ai plus d'empathie et plus d'affection. Je trouve que la scène de la première fois de Sam avec Emma est ultra bien foutue, par exemple. En termes de musique, de visuel, d'ambiance, le côté... Alors, c'est pas que ça m'a rappelé Last of Us, mais le côté un peu truc abandonné, de borne d'arcade et tout, je trouve que la séquence est vraiment belle. Ils ont été capables de vraiment donner une alchimie tout de suite sur ces deux personnages-là. Parce que les acteurs sont bons, parce qu'ils le jouent bien, et parce que l'alchimie fonctionne directement. L'alchimie entre Marie et Jordan, elle est inexistante.
Ça, c'est un des gros problèmes aussi, tu vois, qui est l'un des gros torts de Gen V par rapport à ce qu'on avait sur The Boys, où The Boys, bah, les acteurs étaient plus chevronnés, mais encore une fois, je leur dis, c'est pas une excuse. Euphoria, quand vous regardez l'alchimie, je vais prendre une scène au hasard, vraiment, hein. L'alchimie qu'il y a entre Jacob Elordi et la blonde qui joue dans Downfall High, dans la séquence où ils sont dans la voiture. Pris totalement au hasard, évidemment. Cette séquence-là, quand vous regardez Euphoria, la saison 2, l'alchimie entre les deux acteurs, elle est monumentale. L'alchimie de ces deux acteurs-là, dans cette scène-là, le jeu de regard, l'attitude, sans un mot, elle est au-dessus de toute l'alchimie qu'il y a eu entre Jacob Elordi et la nana avec qui il était avant dans la saison 1. Ils ont un talent monstre. Et là, bah tu l'as pas, ça, entre Jacob. Alors, Marie a un regard assez doux et le personnage est assez attachant. Mais j'ai vu mieux niveau alchimie, mais oui. Après, oui, bon, il y a des alchimies en voiture qui sont bien plus pertinentes. Cela, évidemment, est un autre débat. Mais en tout cas, oui, on a vraiment des choses qui sont de l'ordre du potentiel gâché parce que Sydney Sweeney. Oui, voilà, oui, l'actrice qui joue Cassie, je crois. C'est pas Cassie qu'elle s'appelle? J'ai un doute. J'adore Sydney Sweeney, c'est une super actrice en plus. Puis alors elle, faut le jouer, faut savoir le jouer avec précision. Sydney Sweeney, l'adolescente jeune adulte qu'en prend autant plein la gueule. Ça doit être très 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 dur à jouer en tant que comédienne. Et c'est là où tu vois le haut niveau d'un truc où, bah voilà, pour tous les gens qui se disent c'est la version Wish, sur beaucoup de points, Gen V n'atteint pas son prédécesseur, quoi. Là, loin de là d'ailleurs. Et Kirkman a confirmé Steven Yeun, Yaya, en Sentry, un Superman bipolaire. Mais alors ça veut dire que ce sera pour les prochaines saisons et que Steven Yeun prête sa voix ou ils vont faire un live action? En vrai, ce serait lourd de ouf. Mais bon, Kirkman et Steven Yeun s'aiment beaucoup. De toute façon, depuis Walking Dead, à mon avis, vraiment, Euphoria, c'est exceptionnel en tout point. Ah bah moi, c'est parmi mes 10-15 séries all-time. Hein. Euphoria, il y a eu que 2 saisons, c'est pour vous dire. Mais là, oui, l'alchimie est un peu manquante, je trouve. C'est une série, malheureusement, de Gen V, où c'est vrai qu'il y a pas tant de choses à dire que ça. Si tu passes le côté la forêt, si tu passes le traitement de certains personnages, certaines séquences un petit peu marquantes, et puis le potentiel qu'il pourrait y avoir ensuite, il n'y a pas tant de choses à dire. Le traitement, par exemple, du classement, du top étudiant, etc., il est développé 2 épisodes. Je crois qu'à partir du troisième, on n'en parle quasiment plus. Hein. Voilà, c'est assez pauvre par rapport à ce que ça aurait pu, ce que ça aurait pu provoquer. Sentry, c'est dans le MCU. Alors, comment ça se fait que c'est Kirkman qui le confirme? Comment ça se fait, Yaya, que c'est Robert Kirkman qui parle de Marvel? Non, Sentry, c'est dans l'univers Marvel, ça va être l'antagoniste dans Thunderbolt. D'accord, et Robert Kirkman, il avait des infos alors? Ok, d'accord, ouais. D'accord, d'accord. Bah alors, donc du coup, Steven Yeun va jouer un antagoniste. C'est encore plus intéressant. Parce que Steven Yeun qui joue un méchant, ça peut être hyper intense. Et ça va être pour le spectateur assez intéressant à regarder, je pense. À surveiller ça, mais bonne pioche. Robert Kirkman est un pote de Steven et c'est Steven lui a confirmé la news. D'accord, ok. Kirkman, il a juste spoil. Ouais, il a juste dit, j'ai rien à foutre. Mais donc du coup, il est pote. Oui, bah oui, depuis Walking Dead, ça m'étonne pas. Sur l'échelle de Jefferson, il est intense. Mais non, ouais, c'est. Puis le problème aussi, c'est que maintenant, on les sent venir. Prenez l'exemple de The Boys. Et c'est pour ça que de temps en temps, derrière, bah, il y a certaines choses qui auraient mérité d'être faites peut-être différemment. The Boys, quand la nana commence à exploser des cerveaux, tu t'y attends pas au début. Et Jennifer Esposito, qui a le crâne qui explose, tu t'y attends pas. Goran Vijnik, qui jouait dans Urgence, à la toute fin de je crois que c'est la dernière scène de la saison 2, quand sa tête explose dans son bureau, là, alors qu'il est sur le point de boire une canette de limonade, on s'y attend pas à ce moment-là. Et encore, on peut le sentir venir, parce que moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le plan, il est long juste pour un mec qui veut boire une canette. Mais là, je prends par exemple le scientifique qui se retrouve une conscience et qui n'a pas envie de tuer les super parce qu'il n'a pas signé pour ça. Il voit la nana juste en face, dès le début, tu sais qu'elle va lui exploser la tronche. C'est là aussi le souci, où il faudrait pas retomber dans la caricature et dans la redondance et dans le... Et ça, c'est beaucoup dans Gen V, je suis d'accord avec mon Slade. Bon, bah on a fait ça parce que les gens, ils ont kiffé. Vous voulez des bits? On va mettre des bits. La phrase est lunaire. Mais vraiment, là, il y a trop de bits. Enfin, là, on a l'impression qu'en fait, il faut mettre des bits tout le temps, quoi. Là, pour les gars qui écrivent Gen V, la vie est une bit.
Ils sont sponsors de Johnny Sins. Alors que tu vois, pour le coup, dans Euphoria, je trouve que la séquence où il y a des diapositives sur les dick pics, etc. de Zendaya, elle est complètement à contre-courant de ce que tu imagines. Elle sert l'histoire. Parce que c'est. Enfin, il y a un côté borderline, mais qui est pas à outrance. Là, c'est vraiment genre, t'es là pour dire, voilà, on va en mettre histoire d'en mettre. De la violence pour mettre de la violence. Vous aviez aimé ça, vous avez aimé ça. Tiens, on a vu dans la saison 3 de The Boys qu'on a beaucoup parlé de la scène où le mec tout petit rentre dans un urètre. Allez, on vous en remet. Ah, on va vous en remettre à gogo, à gogo. Ça, on sait que ça vous a fait marrer. Donc, on y retourne. Alors, c'est pas forcément intéressant, quoi. Encore une fois, si vous voulez faire du gore, regardez avec Sam, c'est vachement plus travaillé. C'était rigolo quand même. Bah, c'est rigolo sur le moment et encore après, plus du tout. C'est rigolo sur. Après, dans The Boys, oui, c'est bien. Là, je parle de Gen V. Dans Gen V, c'est rigolo au début. Parce que tu te dis, bon, ouais, ok. Enfin, voilà, tu as une bite. Moi, je me suis posé la question d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? Ah, elle lui met tellement de sang dedans qu'elle finit par exploser. Le mec, il l'a dans la main. On fait des gros plans dessus. Tu te dis, ouais, c'est trash, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a un mix entre trash et un peu gênant. Prenez, tiens, un autre exemple d'une scène que j'ai trouvée gênante, mais encore une fois, qui est là pour un petit peu véhiculer le côté ultra malsain qu'ont les jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la semi-prostitution sur les réseaux. Il y a une nana dans Gen V qui a une queue. Et il y a une séquence où une nana lui dit tiens, vas-y, pour parler de ta queue et pour parler de ton complexe, etc., suce-la, mets-la dans la bouche et tout, faut que ce soit sensuel. Tu sais, je veux dire, cette scène-là, je l'ai trouvée grotesque. Je me suis dit, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Il y a une autre scène aussi à un moment donné où je crois que c'est une scène d'introduction dans Gen V où il y a une sorte de plan à 3 ou de mini partous ou je sais pas trop quoi. Et t'as un truc, on dirait que bah, lui, son super pouvoir, c'est de. Hein, voilà. Quand il est très content et qu'il a fini. Mais alors, de façon exponentielle par rapport à ce qu'un être humain est capable de faire. Et il faut évidemment que t'aies le plan où en fait, bah, t'as une nana qui va terminer sur le mur. Et ça m'a dit, putain, ils ont repris Scary Movie. Bon, alors déjà les gars, ça a été fait bien avant vous, hein, on embrasse Francis de Malcolm d'ailleurs. Et bon, ouais, pas très intéressant quoi. Enfin, je veux dire, là, tu sens que c'est de l'excès pour de l'excès parce que ça n'a même pas d'histoire. C'est trash pour être trash. Mettez-en, et c'est que du cul en plus. La plupart, c'est vraiment que pour du cul, hein. Je vois pas l'intérêt en fait. Dans The Boys, c'était bien maîtrisé, puis au moins ça avait un sens. Là, très clairement, ils en font rien, quoi. Donc cette scène-là, ou la scène de la nana là, qui se met sa queue dans la bouche pour dire ouais, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors que, en plus, cette scène-là a servi à rien. Ils auraient très bien pu prendre l'actrice qui a fait un mauvais tour à Emma et puis faire rentrer Emma dans la pièce et avoir la même discussion. C'était trash pour être trash. Parce que l'impact des réseaux, tu l'avais déjà relativement bien travaillé. Après, un truc qui est intéressant dans Gen V, c'est qu'ils gardent la continuité musicale de The Boys. Ça, il faut le dire quand même. Les musiques qu'il y a dedans sont très bonnes. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert le morceau Desperado de Rihanna. Putain, le morceau est incroyable. Genre vraiment, hein. Entre autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce morceau-là, il est dans le dernier épisode, je crois. Bon, c'est un morceau de dingue, ça je connaissais même pas, alors que pourtant, bah, Rihanna, tout le monde en théorie connaît à peu près bien ce qu'elle a fait. C'est monstrueux. Et ouais, je trouve qu'en termes de continuité musicale, tu ressens vraiment l'ADN The Boys, quoi. L'enquêteur qui baisse tout ce qu'il voit, sauf des humains. Ouais, mais ça encore, tu vois, ça allait, bizarrement. Parce que ça, je me dis que c'est une continuité. Le personnage sert à l'histoire, il est utile et il est là pour vraiment bah, être dans l'enquête de ce qu'on essaie de faire et de retravailler un petit peu l'histoire. Et c'est grotesque, mais l'homme est grotesque. Donc forcément, ça match. Enfin, moi, cette scène-là, je l'ai trouvée bien. Honnêtement, moi, cette scène-là, je l'ai trouvée cool. Parce que je me suis dit, bon, allez, ouais, ça passe encore. C'est plutôt drôle. Et puis, c'est totalement barré. Enfin, là, tu te dis, ouais, moi, là, pour le coup, j'ai retrouvé un peu de l'ADN The Boys. C'est le reste, vraiment, encore plus avec des teenagers, quand c'est fait à outrance, où ça m'a un peu gonflé. En vrai, l'humour du cul aurait pu être bien fait si c'est original et ça sert à l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je crains, car au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression que ça va rentrer dans un cycle de répétition. Bah, moi j'ai confiance sur The Boys, la série mère, parce que The Boys, la saison 3, tu peux te dire que c'est toujours plus trash que d'habitude. Mais n'oublions pas que la saison 3 de The Boys, et même la saison 2, qui avait fait encore plus trash que la première, t'as quand même Anthony Starr en sanglots devant son fils,
T'as la dernière séquence avec le fils qui a un petit sourire et Anthony Stark est là, genre, ah ouais, ok, super. T'as Karl Urban qui commence à prendre une ampleur. T'as tout de côté comédie musicale de. C'est Kimiko, je crois, avec le Frenchie, où là, c'est super bien. T'as Mother's Milk, la crème qui a ses problèmes familiaux, etc. Là, tu te dis, bon, c'est cool, parce que, bon, même si c'est trash ou même si t'as l'erogasm, etc., c'est stylé de ouf, parce que techniquement, techniquement, ça aide à l'histoire. On en pense quoi du fils de Schwarzy? C'est lequel, le fils de Schwarzy? C'est Luke? Tu me diras si c'est Luke, ça me paraîtrait logique. Ouais, si tu me dis que c'est celui qui jouait Golden Boy, physiquement parlant, ça peut me parler que c'est le fils à Schwarzy. Il est donc le beau-frère de Chris Pratt. C'est costaud quand même, hein. C'est-à-dire que t'es le beau-frère de Chris Pratt. T'es quand même le frère de la fille Schwarzenegger. I got Starlight, Ouais, mais cette scène-là est fantastique. Mais alors ça, c'est le problème de Gen V. T'as pas cette élégance-là. T'as aucune scène dans... T'as aucune scène dans Gen V qui, à un moment donné, a cette élégance. Il est bon de rappeler aussi que le comics a beaucoup de passages très gore gratuitement. Ouais, mais après, est-ce que c'est les meilleurs passages est-ce que c'est les meilleurs passages du comics pour le coup Je l'ai pas lu, moi, je peux pas savoir. Mais est-ce que c'est foncièrement les meilleurs passages du comics, ces passages-là? Parce que ce soit... Moi, si c'est gore gratuit, mais à un moment donné... Et le gore m'a beaucoup moins dérangé, hein. Si c'est gore gratuit, mais qu'à un moment donné, ça peut servir à l'histoire, au scénario, où tu vois que, bon... À un moment donné, Sam qui met une patate dans la tronche d'un mec qui a une armure, il rentre directement au travers, il ressort le poing, plein de sang, de boyaux, il fait ça comme ça, t'as les globes oculaires qui ressortent, bon, c'est dégueulasse, tu vois. Ça, en vrai, moi, c'est l'esprit The Boys, ça me dérange pas. C'est plutôt ce qui est cul, tu vois. Cul ou, malheureusement, le principe de se dire, bah, cul et gore sont, comment te dire, devenus une caricature un peu d'eux-mêmes. Pas tout le temps, malheureusement, le cul est omniprésent dans le comics, notamment au début. Ouais, voilà, donc si pareil, dans le comics, ils font les mêmes erreurs, après, c'est peut-être pas un problème à part de Gen V, mais c'est vrai que si dans le comics, il y a les mêmes erreurs de mettre du cul du gore tout le temps, même si ça n'a aucun intérêt, ou peu, enfin si, ça en a, mais pas forcément sur tel ou tel moment ou tel motif, c'est un peu moins emmerdant. C'est un peu moins emmerdant. Donc oui, moi c'est une série Gen V que... alors, je vais pas vous mentir, je l'ai regardé, à part le duo Emma et Sam, et quelques retours de personnages de The Boys, il y aura rien qui m'aura particulièrement marqué. Je lui mettrai 6 ou 6,5 sur 10. Quelle note vous metteriez à Gen V, vous? Pour lui mettre en dessous de la moyenne, mais c'est vrai que ça fait un peu The Boys version Wish. On peut dire The Boys du pauvre. Il faut peut-être un petit peu plus nuancer parce que les deux derniers épisodes sont vraiment bons. Le premier, je trouve que c'est... Le premier, quand même, pose de bases sérieuses. C'est 2, 3, 4, 5, où ça patauge un peu, où c'est dommage. Pas mal de... Voilà, bon, la mission n'est pas remplie au niveau des protagonistes à un ou deux près. Le contexte et l'histoire, notamment très proche de X-Men, peut être un peu déjà vu. Oui, il y a des choses qui sont forcément à redire, mais il y a aussi pas mal de qualités. Moi, je lui aurais mis, ouais, je lui aurais mis 6 ou 6,5 sur 10. 13 sur 20. 13 sur 20, je pense que c'est honnête. Ça vaut plus que la moyenne, mais ça va vraiment pas plus loin, quoi. Ça va se mater Invincible directement après en légende. Ce type aime le mot légende. C'est directement légendaire ce qui se passe. Non, mais Invincible, c'est super. Comme le disait Yaya, moi, il m'en a dit beaucoup de bien. Apparemment, c'est vraiment excellent, hein. Que 3 bons épisodes pour mettre la moyenne, ça me ferait bizarre si je le mettais. Bah, parce qu'on a quand même 3 bons épisodes, et entre le 2, le 3, le 4, le 5, on a des phases intéressantes. Quand même, je veux dire, le traitement d'Emma et Sam se fait pas dans l'épisode 1, ni dans le 7, ni dans le 8, c'est un peu avant. Puis je trouve que globalement, c'est pas une série qui vaut en dessous de 5 sur 10. Alors, je veux dire, si tu mets 3, ça fait 6 sur 20. On voit beaucoup de choses actuellement qui sont moins bonnes que ça. Maintenant, autant de temps en temps, ils arrivent un petit peu à capter l'essence The Boys, autant parfois ils sont
et souvent, et les trois quarts du temps, ils sont clairement en dessous, ça fait un peu, ouais, The Boys du pauvre, et c'est dommage, parce il y avait tellement plus, tellement plus à faire. Il y avait tellement plus à faire, surtout sur des propos un propos de base qui pouvait être pertinent, le propos de la forêt, le, l'importance de qu'est-ce qu'un un héros, l'importance de comment tu vis le fait d'être un jeune adulte, un teenage, et puis bah, d'être préprogrammé pour être un super-héros euh, sans avoir forcément été préparé pour. Être complètement dépassé par les événements, le fait que les humains peuvent faire des choses parfois pires que les super, le traitement aussi de qu'est-ce qu'un génocide ou non, le rapport à la série The Boys qui est quand même hyper bien manœuvré, où tu sens que vraiment l'univers est totalement crédible. Il y a, voilà, il y a du potentiel dans Gen V, hein. Sur le fond, c'est pas mal. Sur la forme que ça pêche, quoi. Je vous dis, en réalisation, à part la scène de Sam avec les marionnettes, il n'y a pas grand-chose, quoi. La scène de Sam avec Emma qui couchent ensemble, je trouve qu'elle est belle aussi. Mais sinon, derrière, bon, pas grand-chose. Le final, éventuellement. Mais ça sauve pas l'ensemble. Je trouve que André est soporifique. Le personnage... André est un... Je sais pas qui est ce comédien, mais il est soporifique au possible, quoi. The Guys. Ouais, là, c'est The Buddies, quoi. Tu vois, on avait The Boys, là, on est sur The Buddies, quoi. The Homies. Un truc qui m'a dérangé sur la fin, l'intrigue autour du classement qui a été ultra bâclé. Ouais, on n'en parle plus après. On en parle 3 épisodes et après, au revoir, c'est fini. Alors que tu vois, à contrario, je trouve que le prof qui meurt, bah d'ailleurs, qui joue dans Lost et qui joue dans Starship Troopers, c'est le mec qui est avec Desmond dans Lost et c'est le sergent Zim sergent instructeur dans Starship Troopers. Ce mec-là, il est là dans le premier épisode. Bon, il meurt à la fin du premier. Je trouve que lui, par rapport à sa mort, on en fait des caisses et des caisses, quoi. Ça dure dans le 2, dans le 3, dans le 4, on en parle encore. Je me dis, est-ce que c'était vraiment utile d'en faire autant, tu vois, sachant que c'est pas forcément très intéressant ce qu'il y a derrière. Il était dans Détroit aussi, ouais, dans Détroit Become Human. Il était avec Donald Renew. Je me souviens plus du nom du personnage, donc du coup, c'est Donald Renew. André a le nom d'un goat. Rien que pour ça, je suis en guerre contre cette série. André a le nom d'un goat, c'est-à-dire Mike. Connor, merci. J'avais Marcus en tête, mais c'était Connor. Je me rappelle même plus qui est André. Bah, André, c'est le nouveau numéro un. C'était le meilleur ami de Luc. Luc, le traitement est intéressant, notamment vis-à-vis de Sam. L'acteur est pas mauvais. Et le traitement vis-à-vis de Sam et de ce qui se passe ensuite est plutôt bon. C'est aussi ça qui est dommage, c'est que bah André, on n'a aucune empathie pour parce que l'acteur n'est pas au niveau, quoi. Et ça a de vrais, malheureusement, c'est une vraie problématique. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, on va se faire 10 petites minutes j'allais dire de caméra à café parce que j'ai vu le message de madame, 10 petites minutes de questions-réponses, s'il y a des choses dans lesquelles vous voudriez qu'on revienne dans la série. N'hésitez pas. André, j'ai regardé un épisode là tout à l'heure en mangeant, il y avait André, je sais pas si tu l'as vu, celui-là, mon cœur, où il va voir comment, Serge, parce qu'il arrive plus à taper les gens parce que sa mère est morte. Et il sort un truc du style, bah rien, à part que ma mère est morte, visiblement tout va bien. Puis il finit par pleurer dans ses bras en criant maman et tout. André, il est incroyable. Il a super mal vieilli dans le revival. Waouh, j'ai l'impression qu'il a pris 40 ans. Mais le personnage d'André dans Caméra Café, il était extraordinaire, hein. C'est quand la suite de Gen V? Aucune idée. Mais alors, Gen V, il faut savoir un truc. On en a parlé les 2 premières semaines. Après, plus personne n'en a parlé. Je n'étais même pas au courant que la série Gen V était finie. Parce que bah, je l'avais pas vu, quoi. J'avais pas vu de personne en parler sur les réseaux. André, il a des phrases incroyables dans Caméra Café. Quand il tombe amoureux de Philippe, alors qu'il pense qu'en fait c'est Philippe qui se travestit en femme, et puis il prend la tronche de Jean-Claude et Hervé, qui la met dans la machine à café en mode amour fou, amoureux à en mourir. Celle-là, elle me fume à chaque fois quand il commence à chanter. Il est complètement barjot, c'est un ouf. C'est un ouf. Ou quand il dit respire, ça va être maintenant. Voilà, c'est fini. Quand il leur a éclaté la tronche, il est là genre voilà. C'est fini maintenant. Il est trop fort. C'est vrai que c'est un ouf.
vu que t'as pas lu le comics, je sais pas si tu peux répondre, mais peut-être que certains personnages de Gen V vont intégrer certains groupes de super-héros, genre les Teenage Kicks ou autres, je te le dis. Et ma réponse est totalement souhaitée par Soulfer. C'est vrai que je l'ai pas lu, je ne peux pas répondre. Ce mec voulait me faire comprendre qu'il savait plus de choses que moi. Je vais donc lui léguer d'ores et déjà ma chaîne. Qui va s'appeler Value First et qui sera des débriefings complets tier list des meilleurs Johnny Sins. Je vous le dis, non. Ça va être d'ores et déjà culte. Ce type, je lui laisse déjà les clés de la CB. Euh, non, je connais pas. En vrai, je connais pas du tout. Je connais pas du tout l'envers du truc. Est-ce que Gen V, c'est une déjà ça peut-être Soul, tu pourrais me répondre. Les personnages de Gen V et le comment dire le propos qu'il y a dans Gen V, est-ce qu'il est aussi dans les comics ou est-ce que c'est une création totale d'Amazon pour donner un plus à The Boys? Comme genre Walking Dead, t'as Walking Dead et Fear, ça existait pas et ils l'ont rajouté en spin-off. La hype de Gen V est aussi grande que celle de Mando saison 3. Ah ouais, exactement. À Mandalorian saison 3, mais... En même temps, mérité, parce que Mandalorian saison 3, avec le recul, c'était bien, mais c'était pas dingo, quoi. Non, pas du tout, ça vient de la série. D'accord, ok, ouais. Mais donc, du coup, il y a des personnages qui pourraient avoir un potentiel. Moi, honnêtement, si on parle en mode théorie, je suis pas... Enfin, je vois pas qui, en plus. J'ai du mal à m'imaginer que potentiellement un des mecs de Gen V puisse arriver dans les 7, par exemple. Est-ce que des mecs de Gen V seront dans The Boys saison 4 déjà? C'est même pas dit, hein. Sam ou Kate, éventuellement. Je pense que les deux personnages qu'on pourrait retrouver dans The Boys, ce serait Sam ou Kate. Potentiellement, s'ils sont vus comme des héros. Donc du coup, ça pourrait être ça. Maintenant, derrière, à la fin du dernier épisode, c'est quoi votre interprétation? Ils sont où? Hallucination ou... Moi, je me suis demandé s'ils étaient pas morts. Ça m'étonnerait, du coup. Mais je me suis demandé s'ils étaient pas morts. Parce qu'en fait, je me suis dit un truc, c'est... Il y a vraiment des mecs sans pouvoir, tu sais, d'armure ou quoi que ce soit, qui sont capables de résister au laser du Homelander. Je me suis demandé s'ils les avaient pas tous butés. Et en fait, ils sont morts. Et bah, on va apprendre ensuite que les deux derniers, moi j'ai cru ça au début, et que les deux derniers survivent. Et ça aurait été beaucoup plus couillu. J'aurais préféré d'ailleurs. En vrai, je me serais dit, Gen V après un risque de ouf, s'ils ont tué leurs 4 personnages principaux, et que en fait, la suite se sera centrée sur Sam et Kate en mode. Ouah, ouais, zinzin, en fait, putain, ils sont carrément arrivés jusque-là, ils les ont butés, et du coup, on va avoir les autres peut-être dans les 7 prochainement, tu vois. Ça aurait pu. Gen V aurait pu finir comme ça si on était juste en mode, bah voilà, les personnages sont morts, maintenant on sait qu'il y a des héros, et puis on envoie Sam et Kate dans la série principale. Moi j'aurais préféré qu'ils les butent. Là, non, ils doivent être retenus quelque part, je pense. Peut-être par la nana qui a le virus ou autre, qui les a récupérés, j'en sais rien. Mais ils doivent être retenus prisonniers quelque part. Mais là, oui, je vois pas. Je pense que Kate et Sam peuvent éventuellement arriver dans The Boys. On verra s'il y a une saison 2 à Gen V. Je pense que oui, quand même, mais je regarderai pas la saison 2. J'ai déjà essayé la 1. Ouais, t'aimes bien, toi, de base, Mike, The Boys? Après, bon, c'est vrai que. Bon, je pense que techniquement, il y aura quand même une suite, hein. Je crois que Gen V a déjà été renouvelé. Possible, hein. J'ai pas encore eu les infos là-dessus, mais ouais, possible, hein. Ça a dû quand même relativement bien marcher. Ça reste rattaché à The Boys, donc j'ai pas de doute. Maintenant, en France, force est de constater que bah là, visiblement, les gens, c'est passé comme c'est venu. J'ai regardé le nombre de vues qu'il y a eu sur le peu de gens qui en ont établi des critiques la veille pour le lendemain. C'est 10-20 000 vues maximum, hein. C'est franchement. La saison 2 est officielle. Bon, il y a du potentiel. Oui, donc ils sont pas morts alors. C'est impossible. Sinon, la saison 2 tiendrait pas. Mais ouais, assez étonnant de voir que finalement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je trouve, hein, dans Gen V. Ou en tout cas, si on en a... Ah merde, putain, mais quel connard! J'avais prévu ça pour en parler depuis le début, et en fait, on l'a jamais mis. Ah, je suis vraiment un abruti. J'ai pas mis le visuel standard. Je devais, et j'y ai pas pensé.
Putain, c'est con, j'avais prévu un truc de zinzin. Eh ben, je vais le laisser pour la conclusion. Comme ça, au moins, on pourra dire que je l'ai mis. On pourra dire que, ah si, le mec, il y a quand même pensé. Il y a pensé l'espace de 3 minutes. Mais là, ouais, voilà, ça fait revenir sur les personnages. Mais André, pas charismatique. Kate, beaucoup de traitement à son niveau, mais je trouve que l'actrice n'est pas à la hauteur du personnage. Luc, pas trop mal, mais on le voit peu. Marie, bah écoutez, Marie, bien, sympa comme personnage, mais sans plus, faut attendre d'en voir plus. Mais je pense que Marie a quand même un petit potentiel. Alors, tic et tac, Jordan et Jordan. Moi, je pense que en vrai, l'actrice féminine, je trouve qu'elle match mieux au personnage que le garçon qui fait vraiment BTS du pauvre. Et puis voilà, les deux MVP sont assis au sommet, hein, de toute façon, hein, juste au pied du Homelander. Hein. On voit que la tête de ce bon vieux Anthony Starr est tout en bas. Mais clairement, les deux MVP, pour moi, c'est Sam et Marie. Hein. C'est ceux que vous avez tout en haut des escaliers, à gauche. Eux, pour moi, c'est des bons comédiens qui ont de la prestance, qui ont du charme, qui ont un vrai potentiel narratif, qui ont une vraie alchimie, une vraie complicité. C'est pour moi vraiment largement les deux meilleurs personnages de la série et les deux qui m'ont réussi à me faire attacher pas mal au truc parce que à part Luke aussi qui aurait pu, moi je trouve qu'il était intéressant dans le premier épisode et puis qui a un traitement sympa vis-à-vis de Sam. Derrière, pas grand-chose, quoi. Vraiment, hein. Marie, j'ai eu aucune attache pour le personnage. Moi non plus, mais je pense qu'elle a un potentiel futur, disons. Je pense qu'elle a un potentiel futur pour être un personnage qui peut être intéressant vis-à-vis des sets ou vis-à-vis de la série au global. Mais les deux plus forts et les deux plus intéressants, c'était Emma et Sam. Ça, c'est... Voilà, je pense que c'est ça. Et après, il faut se dire un truc aussi, on est dans Gen V. Est-ce que ce serait pas justement mettre des personnages comme ça en avant pour lesquels on n'aura pas d'affection et les mettre en avant en tant que stars justement parce que on est dans du cliché et que The Boys se moque des clichés et que l'univers se moque des clichés et qu'on met Marie en avant parce que dans la série, on sait qu'on doit la mettre en avant pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire, vous imaginez, elle est noire, la première des 7 noirs, ça ferait trop parler, machin et tout. Ça se trouve, en vrai, il y a des personnages qui mettent, en sachant pertinemment d'un point de vue brisage de quatrième mur, que bah ils sont un peu dans la dénonciation d'une dénonciation, quoi. Enfin, je trouve que si on juge par là, ça peut être potentiellement intéressant de voir un peu ce que ça va donner. Ça, évidemment, on le saura que plus tard. On le saura que plus tard. Parce que bon, héroïne badass, oui. S'ils voulaient en faire une héroïne badass, et d'un autre côté, quand tu vois la dernière séquence, ça a l'air d'être un peu le cas, c'est loupé. Regardez Kimiko et regardez ensuite Marie, on est à des années-lumière. Alors après, effectivement, là pour l'instant ils sont jeunes. Est-ce qu'ensuite on va les avoir un petit peu plus vieux? Est-ce qu'ils vont avoir un acting qui gagnera du galon au niveau de leur âge? C'est possible. Mais encore une fois, là je ne fais pas tout, surtout quand vous avez regardé Euphoria et qu'on voit à quel point Euphoria c'était super. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce live. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le planning des lives, pas demain, parce que bah, demain, il n'y aura pas de stream. Mais je vous le mettrai probablement mardi. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je peux pas vous dire, j'ai aucune idée de ce qu'on fait la semaine prochaine. Là, c'est vrai que jusqu'à décembre, ça va être un peu à voir selon un petit peu ce qu'on fait. Est-ce que je referai pas un peu de DBD ou est-ce qu'on referait que du talk ou est-ce qu'on se referait pas une tier list ou une semaine totale à les limites tier list plus talk plus je sais pas trop. Là honnêtement je sais pas exactement ce qu'on va faire. Donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci pour les subs et les bits comme d'habitude. Et à la prochaine. Le live sera évidemment en rediffusion sur YouTube dans la semaine, normalement mardi. Des bisous!